Je voulais aujourd'hui vous entretenir de la politique, des politiciens, des partis politiques, notamment du tapinage et du racolage en politique. Du tapinage et du racolage, surtout en période préélectorale, lorsque les échéances électorales arrivent, ils deviennent fous comme des chiens fous. Ils sont un petit peu comme des, comment dirais-je, ils sont un petit peu comme une poule à qui on a coupé le cou. Ils courent partout, ils sont prêts à tout, plein de contradictions, plein de bobards, plein d'hytomanie, plein de promesses, promettant aux uns, promettant aux autres, un petit peu, vous savez, comme une espèce de... vous savez, ce genre de Don Juan qui promet tout et son contraire à ses différentes maîtresses. Les partis politiques deviennent fous. Il y avait Ronald Reagan, l'ancien président américain, qui disait que, au départ, je pensais que, pardonnez-moi pour l'expression, mais que le trottoir était le plus vieux pays du monde. Et Ronald Reagan disait, je me suis aperçu très très vite que le plus vieux métier du monde, eh bien, était le métier de politicien. Oui, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit ça à Ronald Reagan. Alors moi, je me suis interrogé pour dire, si Ronald Reagan dit ça, c'est qu'il est c'est que les palais présidentiels, que la Maison Blanche serait une espèce de maison de passe, une maison de passe-passe. Et de m'interroger si tous les lieux de pouvoir du monde, tous les palais présidentiels étaient finalement des maisons de passe. Et si ceux qui l'occupent sont victimes de ces maisons de passe ou sont eux-mêmes des proxénètes. Toujours en suivant la logique de Ronald Reagan. Tapinage et racolage, donc, sont les deux mamelles, sont les deux principes sur lesquels repose le désir de gouverner des politiciens. Je voulais aborder ce sujet-là, mais j'y reviendrai. Je voulais aussi aborder le sujet sur pourquoi un monsieur comme Boris Cyrulnik, qui est un grand écrivain, un penseur, paraît-il, eh bien, s'est allié à écrire un duo avec un écrivain sans aucune valeur. Je pensais cet homme, et je crois qu'il l'est, d'une grande intégrité, Boris Cyrulnik, mais quand je l'ai vu s'associer à une espèce d'arriviste et d'idéologue anti-musulman primaire, je regarde désormais Boris Cyrulnik d'un autre œil, sans effectivement pour autant le discréditer dans ce qu'il représente, bien évidemment. Et donc je voulais aborder discrètement tous ces sujets, mais eh bien, la meute et les pitbulls ne lâchent pas Monsieur Omar Sy. Alors Omar Sy est toujours victime de la même meute, comme disait Mitterrand, la meute de journalistes, la meute de pseudo-penseurs qui continuent à vouloir le discréditer, l'attaquer. Tout ça parce qu'il a osé, Omar Sy, bien réussir sa vie, réussir une carrière formidable et surtout avoir une liberté d'expression. Je me demande ce qu'on reproche le plus à Omar Sy, si sa liberté de ton ou c'est la couleur de sa peau. Je pense que c'est un petit peu les deux. On aurait bien voulu qu'il s'écrase et d'être riche, de se taire, un petit peu comme l'aurait fait Yannick Noah ou d'autres penseurs. Bref, en fait, Omar Sy a de l'humour, il a du talent, puis alors, il a un cerveau. Il a un cerveau un petit peu comme l'avait aussi James Baldwin, grand écrivain aussi noir américain, qui a dit d'ailleurs, James Baldwin, si je n'avais pas fui les États-Unis, on m'aurait tué aux États-Unis. C'est pour ça que j'ai décidé de venir en France, du côté de Saint-Paul-de-Vence. Bref, Omar Sy, la meute le poursuit, et je me suis dit, si il y avait plus d'Omar Sy, eh bien, c'est vrai qu'avec des SY comme Omar, la France aurait un autre aspect. Et peut-être que liberté, égalité, fraternité aurait une autre gueule, si j'ose dire, un autre aspect. Omar Sy continue à parler et les chiens de garde continuent à aboyer. Et malgré tout, Omar Sy répond avec humour, avec modestie, sur ses origines, à qui on a prêté effectivement un privilégié, un bourgeois, un bobo, faux, un mec qui n'aurait pas connu le racisme. Faux, dit-il, à Trappes, il y avait du racisme, je me souviens de choses terribles, et c'est au nom de ces choses-là que j'ai envie de parler. Sinon aussi au nom des victimes des bavures, quel mot terrible pour parler de la mort d'un homme. Au nom de ces bavures, Omar Sy veut parler et s'exprimer. Il tient aussi à rectifier ce qu'a dit un monsieur à son sujet, le plus acharné peut-être, qui a dit qu'Omar Sy ferait bien de payer ses impôts en France. Dans le rôle de la balance, ce monsieur est quand même pas terrible, c'est quand même assez mesquin. Ce monsieur et d'autres ignorent la législation fiscale en vigueur aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est dur de faire de l'évasion fiscale. Aux États-Unis, tu craches tes impôts aux États-Unis. La France devrait s'en inspirer aussi pour tous ceux qui font vraiment de l'évasion fiscale. Ce n'est pas le cas d'Omar Sy. Et d'ailleurs, ces journalistes et ces messieurs qui veulent dénoncer à tort Omar Sy pour ses impôts feraient bien de lire le livre de Maxime Rénali. Maxime Rénali, suite aussi à un reportage du Média, dit comment la plus grosse chaîne d'information continue, ou d'intox, c'est selon,
BFM TV, RMC, etc., dont les patrons font de l'évasion fiscale. Preuve à l'appui, preuve terrible, avec le silence, complice peut-être de l'État, BFM TV, ses patrons RMC font de l'évasion fiscale. Et les grandes gueules qui sévissent sur ces chaînes, sur ce sujet-là, sont restées muettes. Ces grandes gueules, bizarres en tous les cas. Omar Sy continuait comme ça. J'apprends aussi que Spike Lee va faire un film autour du Vietnam. On verra comment les Américains ont été les premiers à utiliser des armes de destruction massive sur les populations civiles vietnamiennes, notamment en balançant, pas du Chanel numéro 5, pas du Givenchy, non, non, des tonnes de napalm et d'autres exfoliants qui ont tué la nature et qui ont fait aussi des milliers de victimes au Vietnam. J'espère que Spike Lee saura démontrer ça avec son talent et sa force de conviction, Spike Lee. Et puis, encore une fois, Spike Lee et Omar Sy, c'est un duo formidable. Je suis persuadé qu'un jour, Spike Lee jouera un rôle de Martin Luther King, ou peut-être dans le rôle de James Brown, ou en tous les cas, tiendra un rôle important dans le cinéma américain, le plus grand du monde, auprès duquel le cinéma français fait pas le figure, le petit cinéma bourgeois d'Auteuil-Neuilly-Passy, qui est juste des téléfilms entre petits bourgeois. Spike Lee a dépassé effectivement ce profil de cinéma. Je parlais de James Brown, le merveilleux James Brown. James Brown qui a écrit en 68, pendant que nos petits étudiants défilaient ici en France. En 68, comme Omar Sy, James Brown était très engagé, puisqu'il avait écrit un titre extraordinaire qui s'appelait I'm Black and Proud, je suis fier et j'en suis noir. C'était en 68 déjà. Et James Brown, avec cette acuité intellectuelle, comme seuls les Noirs afro-américains savent l'avoir, je dis bien, comme seuls les Afro-Américains savent l'avoir, cette acuité intellectuelle et cette visibilité, cette lecture intelligente du monde et notamment des États-Unis. James Brown avait enregistré ça avec une chorale d'enfants noirs, parce qu'il savait que la frustration et le complexe du blanc commencent jeunes. Ce titre est formidable et ceux qui manifestent avec la famille d'Adama Traoré, Camélia Jordana en tête, j'espère que Camélia reprendra et enregistrera Say It Loud, I'm Black and Proud. Eh bien, les manifestations se font au son d'Am Black and Proud, un titre prometteur, un titre formidable. James Brown disait aussi dans les années 80, lorsqu'il a été arrêté pour une course-poursuite pour quasiment rien, relisez un peu la vie de James Brown, écrit d'ailleurs par un Afro-Américain dont j'ai oublié le nom. Au passage aussi, chers amis, lisez le livre de Ta-Nehisi Coates, un journaliste américain qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Une colère noire, qui dit beaucoup aussi sur la violence dont sont victimes les Américains en France. Lisez aussi, si vous trouvez, un livre de Tahar Ben-Jelloul qui s'appelle Dérapage d'une civilisation et qui a fait la liste morbide des jeunes tués lors de contrôles de police ou victimes d'autres crimes racistes, de Tahar Ben-Jelloul, ce livre-là. Je disais, James Brown, lorsqu'il se fait arrêter, il est traîné dans la justice, humilié, condamné à la prison. Et James Brown a tout compris. Il dira, si ça avait été un blanc avec ma notoriété, on ne l'aurait jamais touché. Et il dira cette phrase mémorable, digne d'un Victor Hugo noir, ou d'un Honoré de Balzac, ou d'un qui aurait été capable d'écrire un autre écrivain, comme James Baldwin. James Brown avait dit ceci, comprenant effectivement que c'est sa couleur de peau qu'on condamnait. Dans les années 80, il avait dit « I never apologize to my human being ». Je ne m'excuserai jamais d'être un être humain. Il avait tout compris, le merveilleux James Brown, et cette phrase devrait être aussi inscrite peut-être à côté d'égalité, fraternité, égalité, liberté et égalité, avec cette phrase « Je ne m'excuserai jamais d'être un être humain ». Je regarde mes notes rapidement, j'ai pris 2-3 notes pour poursuivre sur ce thème-là. Omar Sy finira par gagner, puisque je pense qu'aujourd'hui, il y a autant de Français qui ressemblent à Omar Sy qu'à Olivier Marchal, celui qui a été le premier à tirer à boulet rouge sur Omar Sy. Et il y a plus de filles qui ressemblent à Camélia Jordana aujourd'hui en France qu'à, par exemple, à Madame Brigitte Macron. Donc c'est une nouvelle donne qui est en place et je pense qu'il faudra en tenir compte. C'est pourquoi
le combat va être gagné. Un combat pacifique, évidemment, intelligent, souriant, avec plein d'humour, avec un rire éclatant qui écrase tout, comme le rire d'Omar Sy. Même aux questions les plus blessantes des journalistes et les sous-entendus les plus malsonnants, comme dirait l'autre, eh bien, le rire et l'humour et l'humanité d'Omar Sy, finalement, écrasent tout et écrasent tout le monde. Merci.